On dirige pour le peuple, on ne dirige pas pour une minorité. C'est ce que les gens doivent comprendre. Si vous n'êtes pas capable de donner l'eau potable, le pays à bas, la base, l'eau potable simple, la balo. Vous ne pouvez pas donner ça à vos populations là. Vous faites quoi? Quelle gouvernance? Vous gouvernez quoi maintenant? Vous faites quoi? Vous dormez? Dans ce direct de la veille citoyenne Togo, un compatriote togolais propose un décryptage approfondi de l'actualité du Togo. Au cœur des échanges, plusieurs préoccupations majeures qui touchent le quotidien des populations, notamment l'accès à l'eau potable dans certaines régions du pays, l'état des infrastructures routières et d'autres réalités auxquelles font face de nombreuses localités. Aux côtés de Papa Kadidja, cette discussion met en lumière des questions importantes qui suscitent beaucoup de réactions et d'interrogations au sein de la population. L'objectif est de mieux comprendre la situation et de partager des informations utiles pour alimenter le débat citoyen. Prenons donc quelques instants pour suivre ce live et rester au parfum des informations et analyses sur l'actualité au Togo. Tu arrives à Tchévier à partir de 16h, c'est fini, tu es foutu. C'est fini. Tu peux même plus circuler. Mais je vous dis que c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez encore emprunté la route là. J'ai emprunté la route là il y a de cela un mois pour aller au nord. Vous arrivez à un endroit là, je crois vers Tchébébé, non, pas Tchébébé, au niveau de Sokodé là. On a arraché toute la route jusqu'à la Matessi. Je vous dis que c'est incroyable. Là, ça dit que tout on a arraché le goudron. Sur une quinzaine ou vingtaine de kilomètres jusqu'à l'entrée de Sokodé. C'est incroyable. La route là n'existe pas. La route là n'existe plus. On ne peut pas avoir une autoroute. Regardez le nombre d'accidents sur cette route là. 700 km, Baloya. Simple 700 km. Petit pays comme ça là. On ne peut pas développer ça. Et les gens ne sont même pas capables d'offrir l'eau potable à la population. Regardez aujourd'hui dans la région de la Kara. Il n'y a pas d'eau potable. On dit que le barrage a tari. Le barrage a tari parce que la population, on dit que la population de la Kara a augmenté. Mais en tant que gouvernant là, vous ne faites pas une prévision. Vous ne prévoyez pas. Vous êtes là, vous faites quoi maintenant? Vous ne travaillez pas, vous dormez. Mais l'eau de source ou même le forage, depuis des années, pourquoi ne pas trouver des solutions? C'est-à-dire, moi, je pense que des fois, il faut vraiment qu'on ait un onde de choc. Parce que, imagine par exemple, je dis souvent aux gens que quand tu prends un pays comme la Hollande, c'est des gens qui savent que l'eau est un problème pour eux et qui ont toujours vécu en faisant tout pour dompter l'eau et aller de l'avant. Tu prends certains pays où pratiquement c'est le froid toute l'année. On n'a jamais dit dans ces pays que à cause du froid, un avion n'a pas atterri. Les gens développent les pays par rapport à leur réalité et anticipent, on fait des recherches dans ce sens. Le problème de l'eau, où est-ce qu'il est difficile à régler? Quand on a l'outil en haut là-bas, quand on a le mono ici, on a plein d'autres coups d'eau parallèles. Mais tout est une question de connexion, d'alimentation et de priorisation. On peut trouver l'eau n'importe où. Le Togo n'est pas grand. Je dis le plus souvent aux gens que le Togo, c'est un peu comme un territoire au nord Kivu qu'on appelle le territoire de Walikale, qui fait 46 000 km². C'est-à-dire un territoire dans la province du nord Kivu. Donc, à ça, tu ajoutes un petit morceau quelque part, tu as déjà le Togo. C'est comme une préfecture. Donc, à ce titre, on a les moyens pour pouvoir avoir le contrôle. Aujourd'hui, on a beau critiquer notre cousin à la tête du Rwanda pour tout ce qu'il fait au Congo, on a quand même vu que ce petit pays a avancé sur beaucoup de choses. Et pour ça, c'est pas de la magie. C'est la bonne gestion, la bonne gouvernance dans les ressources publiques. C'est tout. Dès que tu arrives à le faire, tu fais les investissements, tu fais des travaux, les gens savent qu'ils ont une obligation de résultat. Et c'est pas une affaire de on décaisse l'argent et chacun se distribue des pouvoirs et on disparaît. Non, l'État te rend comptable de ce qu'il faut faire. Donc, aujourd'hui, pour moi, quand on me parle de tous ces problèmes sur ce petit Togo, je me dis non. C'est parce que la volonté politique n'est pas là-bas et tout le monde est conscient que l'impunité reste de mise tant que tu fais tout pour défendre le régime en place et chacun en profite. J'ai vu des Togolais ici acclamer certains du régime juste parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas la main coincée, qu'ils donnent l'argent. C'est ça le baromètre d'appréciation de la gouvernance, que non, lui, quand tu vas le voir au moins,
tu vas partir avec au moins 20 000, 50 000. Et les Togolais même sont fiers. Les gens sont fiers dans ça. Tu vois, on va plus loin. Quand tout à l'heure, tu faisais l'allusion à l'argent de quelqu'un, quelqu'un n'utilise pas son argent pour développer un pays. Et ça, il faut que les Togolais le comprennent aujourd'hui. Même tous ceux qui crient à gauche et à droite, je dis que pour développer un pays, pour faire de la politique, on n'utilise pas son propre argent. Il y a les ressources publiques, on en fait un usage rationnel pour que tout puisse être mis en œuvre. Et pour moi, quand je vois tout ce qui est collecté aujourd'hui, parce que la fiscalisation, elle est à outrance. Elle étouffe tout le monde. Et ce qui énerve après cette fiscalisation à outrance, c'est qu'on ne voit pas ce à quoi serve l'argent récolté. C'est là tout le problème. Mais si on l'a vraiment, on va s'en sortir. Mais oui, monsieur Kadija, par rapport à la fiscalisation à outrance, pourquoi elle est à outrance aujourd'hui? Parce qu'ils ont augmenté le train de vie de l'État. Maintenant, vous augmentez le train de vie de l'État en créant par exemple le Sénat, en augmentant le nombre de députés, le nombre de la décentralisation qu'ils ont faite avec 117 maires. Alors que le Bénin, ils ont, je crois, le Bénin, un territoire plus grand que le Togo. Ils ont moins de maires que nous. On crée des gouverneurs, des trucs de région, en mettant en place des gouverneurs, les conseils régionaux. Mais il faut chercher de l'argent pour payer, pour faire fonctionner ça. On fait comment? Ils font comment? Ils sont obligés de mettre cette pression fiscale sur les populations. C'est ce que les Togolais doivent comprendre. Que l'argent, on va pas le cueillir au ciel. C'est dans votre poche, on va chercher l'argent là, pour leur faire fonctionner. Parce qu'ils ont augmenté le train de vie de l'État. C'est ça. Le nombre de ministres qu'on a là, dans un petit pays là, est-ce que c'est normal? Si on veut faire une gestion rationnelle des ressources, si on a pour ambition de véritablement développer le pays, le nombre de ministres qu'on a là, même les États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas 33 ministres. Ils n'ont que 13 ministres aux États-Unis. Le pays le plus riche au monde. Et ils ont 13 ministres. Mais nous là, petit pays pauvre, très endetté là, on a plus de 30 ministres. C'est normal. Est-ce que vous pensez que les gens là, ils veulent vraiment développer le pays? Est-ce vous pensez qu'ils ont à cœur l'avancée du pays? Non. C'est pourquoi ils sont obligés de faire cette fiscalisation à outrance. Et aussi, il faut faire face à la dette. Ils ont fait de l'emprunt, beaucoup d'argent, auprès des partenaires financiers. Maintenant, il faut faire face au service de la dette. Aujourd'hui, même ils n'arrivent même pas à faire fonctionner l'État. Les fonctionnaires, il faut aller chercher l'argent sur le marché de le mois. Des bons des trésors, chaque fin du mois, pour faire tourner le fonctionnement de l'État, pour payer les fonctionnaires. Vous n'avez pas les ressources qu'il faut, mais c'est vous qui augmentez le train de vie de l'État. Les gens n'ont pas de... Quand vous faites ça, comment vous pouvez faire face au social, aux questions d'eau, aux questions d'hôpitaux, aux questions d'école, aux questions de route? Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de faire face à la dette et de faire fonctionner l'État. C'est ça. C'est ça le véritable problème. En temps normal, vous diminuez tout ça là. Ces gouverneurs-là, vous supprimez ça. Ces maires-là, vous diminuez le nombre de maires, vous transformez Lomé en une seule commune ou en 2 communes maximum. Le nombre de ministres là, on revoit ça à la baisse. On a au minimum, au maximum là, 15 ministres. C'est bon pour le Togo. Les députés, ils augmentent le nombre de députés. De 91 on va à 113. On a à quoi à foutre avec 113 députés? On a quoi à foutre avec 113 députés? Qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent quoi? Si c'est pas aller voter. Ils sont même pas capables de faire des propositions de loi. Ils sont pas capables de faire des propositions de loi. Il faut revoir tout ça là. Le Sénat, on a quoi à foutre avec un Sénat? On a quoi à faire avec un Sénat? Dites-moi, un pays comme ça, comme le Togo, un petit pays, on a besoin d'un Sénat. Si c'est pas pour caser un certain nombre de barons du système. On dirige pour le peuple, on ne dirige pas pour une minorité. C'est ce que les gens doivent comprendre. On dirige pour le peuple, pour le bien-être des citoyens. C'est ça. C'est la malédiction sur nous, ou bien c'est quel est le problème? Surtout de l'Africain. Ce que je dis là, c'est pas seulement au Togo, hein, il y a des problèmes ailleurs aussi, dans les pays africains. On a presque d'ailleurs les mêmes problèmes. Mais au Togo, c'est terrible. C'est terrible. L'eau potable au XXIe siècle. C'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui va venir donner de l'eau potable à vos populations. Mais vous êtes là plus de 60 ans au pouvoir même. Vous faites quoi maintenant? Si vous n'êtes pas capable de donner l'eau potable, le BABA, la base, l'eau potable simple, la balo, vous ne pouvez pas donner ça à vos populations là. Vous faites quoi? Quelle gouvernance? Vous gouvernez quoi maintenant? Vous faites quoi? Vous dormez? Vous ne dirigez pas, vous jouissez de votre gouvernance. C'est de jouir, c'est pas gouverner.
Si on gouvernait au 29e siècle, les gens ne peuvent pas boire l'eau potable simple. 29e siècle, avec toutes les technologies que nous avons, on a les cours d'eau, comme vous l'avez dit, il y a l'outil là-bas, il y a le mono, c'est quoi? On ne peut pas offrir l'eau potable aux gens et c'est l'AFD, l'Agence française de développement, et certains partenaires techniques et financiers qui vont venir vous donner de l'eau potable à vos populations. Et vous pensez que dans ces conditions-là, le blanc va respecter le noir? Si vous n'êtes pas capable, c'est eux qui viennent vous donner l'eau potable à boire. Quel respect ils vont avoir envers la race noire si nous-mêmes on ne se réveille pas? Même l'Asie aujourd'hui, le continent africain est le continent le plus en retard au monde. L'Asie aujourd'hui est en avance. Les pays arabes, ils nous ont dit, vous êtes même trop allés, vous êtes même allés en Hollande, en Afrique ici, prenez le cas des pays arabes là. Vous allez au Maroc, vous allez en Égypte, c'est des pays, les questions d'eau, les questions d'électricité, c'est le minimum. C'est le minimum. Quand vous allez en Égypte, que je connais, ils attendent, c'est un pays désertique, vous imaginez? C'est un pays désertique. Ils n'attendent plus la pluie pour faire l'agriculture. Ils ont irrigué le pays de partout. Mais nous, au 21e siècle, là, avec les forêts, avec tout ce que nous avons là, nous attendons toujours la pluie. Avec les anomalies climatiques que nous avons dans nos pays là, on attend toujours la pluie pour faire l'agriculture. Alors qu'on peut faire des irrigations de partout. Pourtant, il y a eu des projets que la Banque mondiale a financés. Comment ils appellent ça? Le PINASA. Des projets dans le domaine de l'agriculture. Les gens ont pris les frais de mission, c'est tout. Et ils ont donné les subventions à leurs neveux. Après, ils se sont retrouvés en famille pour partager. Tu vois, vous êtes endettés. Une chose est de s'endetter. On ne dit pas de ne pas s'endetter. Il faut s'endetter, c'est normal. Aucun pays au monde ne peut s'en passer de l'endettement. On peut s'en passer si véritablement on fait une gestion rationnelle des ressources. Mais le fait de s'endetter là, qu'est-ce qu'on fait de l'endettement? Si l'endettement là, cet endettement, l'argent qu'on emprunte là, ça rentre dans les poches des gens, ça rentre dans la corruption. Comment ça peut créer des richesses pour qu'on puisse pouvoir faire face à cette dette là? Si on ne prend pas cette dette là pour investir, créer des infrastructures et faire des choses, pour qu'on dise, ah voilà, l'argent qu'on a emprunté là, voilà ce qu'on a fait. Et ça nous génère des ressources pour faire face à l'argent qu'on a emprunté, pour pouvoir payer. La dette n'a servi à rien faire. Voilà ce que nous dénonçons. Voilà ce que nous dénonçons. Donc, il faut que les Togolais vraiment prennent la majorité, vraiment prennent. Comme je l'ai dit, je le répète toujours, un adage de chez moi dit, lorsque tu transportes un fardeau de bois là, lorsque tu es fatigué là, personne ne te dit de renverser le fardeau. C'est toi-même qui vas renverser ça. Personne ne te dira renverser ça. Je pense que les Togolais ne sont pas encore prêts. Sinon, si c'est un peuple qui est vraiment prêt là, on a vu ça au Népal. Hein? On n'a pas besoin de donner de mots. On n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est les gens même qui vont prendre leurs responsabilités. Lorsque tu manges de l'haricot, tu as soif là, est-ce que quelqu'un va te dire de boire de l'eau? Non. Toi-même, tu bois l'eau. Tu prends de l'eau, tu bois. On ne te dira pas boire l'eau, non. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin de donner de mots d'ordre, quoi que ce soit, ce que je vois là. Non. C'est les gens même, à un moment donné, s'ils sont vraiment fatigués, s'ils en ont marre, ça sera spontané. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un devant. C'est de ça qu'il s'agit pour avoir le changement dans un pays. Sinon, le reste là, il faut réveiller les consciences, voilà. Mais, en termes de prise de responsabilité là, il n'y a pas donné c'est eux-mêmes qui vont se réveiller. Oui, mais il y a toujours un travail en amont, c'est ce que je dis. En termes de conscientisation, en termes de réveil des consciences, ce que nous faisons là, c'est un travail de conscientisation. Mais il y a pas, on ne va pas dire que demain là, il faut sortir. Non. Parce que si vous faites ce travail de conscientisation, celui à qui vous parlez là, il n'est pas encore prêt. Vous faites comment? C'est ça le problème. Celui à qui vous parlez, s'il n'est pas encore prêt à prendre sa responsabilité, vous faites quoi? Vous connaissez l'autre solution que je ne vais pas évoquer ici. Demain, on va t'accuser de quoi que ce soit. Aujourd'hui, par exemple, c'est que nous sommes devenus paresseux. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai cité Étienne de la Boétie et j'ai invité des gens à aller le lire. Mais combien de jeunes Togolais ont le temps et peuvent s'asseoir 30 minutes même pour faire une lecture? Et on parle de jeunesse. Étienne de la Boétie, il a écrit son ouvrage à moins de 16 ans. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en retard et on est arrivé à un niveau où la paresse même fait que tout ce qui peut nous aider à réfléchir, à mieux penser, on n'y fait pas forcément recours. Et donc,
ce travail qu'on est en train de faire, effectivement, c'est ça le travail en amont. Mais à un moment donné, les gens doivent aller au-delà de ce qu'on leur dit ici. C'est-à-dire eux-mêmes, ils doivent se faire leurs propres idées. Ils doivent aller mieux et lire, mieux analyser. Parce que ce que nous on donne, qu'on veuille ou pas, c'est par rapport à nos paramètres et de base, c'est par rapport à notre vécu, notre expérience. Nous sommes passés dans des pays, on a vu beaucoup de choses. Nous avons lu sur des pays, on a vu beaucoup de choses. Et c'est ça qui nous donne la matière aujourd'hui de parler. Mais au même moment, il faut que les autres aussi fassent leur propre expérience et comprennent. Mais la seule chose que moi je dirais, c'est que l'erreur serait celle de vouloir courir contre la montre. Non, on ne court pas contre la montre. On va et chaque chose à son étape, à son moment. Le plus important, c'est de maintenir le cap. Le plus important, c'est de rester focus sur ce que nous voulons. Nous voulons un Togo démocratique. Nous voulons un Togo où la bonne gouvernance est au-dessus de tout. Et si on a un Togo où demain, je sais que quand je vais à la justice, je n'ai rien à craindre parce que on dira le droit. Qui va se plaindre? Qui va se plaindre? Bien sûr. Non, personne ne va se plaindre. On sera tous heureux. On sera tous heureux. Oui, c'est ce que j'ai une fois, je crois dans l'une de mes vidéos, je l'ai dit, hein. Des gens m'ont posé, je l'ai dit, j'ai vu des commentaires. J'ai dit, moi, bon, je fais des analyses vraiment, je n'ai pas de parti pris, hein. Je fais des analyses comme je le vois par rapport à la situation au Togo. Au Togo, on a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes dans tous les secteurs. C'est pourquoi tous les secteurs là, aucun ne marche. Il y a tellement de problèmes que je ne pense pas, ça c'est mon point de vue, hein, les uns et les autres peuvent ne pas être d'accord. Je ne pense pas que pour le changement au Togo, par rapport à la situation que je vois, aux problèmes que j'entends et je vois, qu'un civil peut régler ça. Je ne pense pas qu'un civil peut régler les problèmes là que nous avons au Togo. Je ne pense pas. Et ce à quoi je pense, tout le monde le sait. Je ne vais pas évoquer ça ici. Tout le monde sait ce à quoi je pense. C'est eux seuls qui peuvent venir pacifier le pays. Comment dirais-je? Nettoyer le pays. Parce qu'il faut nettoyer le pays. Comme on le voit au Burkina. Même s'il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais il faut nettoyer le pays. Sur tous les plans. Parce que le pays est tellement gangréné que vous ne pouvez pas imaginer. Un civil ne pourra pas tenir. Le pays est tellement gangréné. Regardez ce qui s'est passé, le reportage que j'ai vu à la TCOP là. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, à travers ce reportage là, à travers les événements de la TCOP là, le Togolais doit comprendre que ce qui se passe au Togo même dépasse la capacité, je dis bien la capacité de certaines personnes qui sont les premiers responsables. C'est une mafia italienne. Il y a des gens dans le système qui sont plus forts. Donc, il faut de la rigueur et de la discipline pour remettre le pays sur les rails. Même, comme je le dis toujours, même si aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, si vous faites une révolution, qui seront les premiers acteurs à prendre les responsabilités? Ce n'est pas les civils, hein. On l'a vu dans tous les pays. Que ce soit au Népal, que ce soit au Burkina, que ce soit, je ne sais pas dans quel pays, en Chine, partout, où il y a eu des révolutions. On a vu les premiers acteurs qui ont pris leurs responsabilités pour pacifier le pays avant de le passer, avant de le passer aux civils. On a vu, hein, je le dis comme ça, hein. Je ne sais pas si Papa Gadidia, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense cette analyse que je fais. Non, c'est une analyse que tu fais et bien sûr, tu essaies de la rattacher à ce qu'on voit un peu partout. Et c'est vrai, quand il y a un chaos généralisé, c'est les citoyens en uniforme qui prennent le devant, le temps de ramener les choses à la normale. Et ce qui est important, à mon avis, c'est que nous apprenons de ce qui se passe ailleurs. Ça veut dire que même aujourd'hui, dans un contexte comme le Togo, il faut que les gens commencent par faire des réflexions pour dire, OK, on pourra arriver à un tel scénario. Et si ce scénario arrivait, comment est-ce qu'on fait pour que cela ne dérape pas, pour que les citoyens en uniforme ne deviennent pas encore d'autres bourreaux pour créer encore un nouveau cycle? Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait en sorte que civils et militaires puissent travailler
en coordination, en collaboration, pour que cette transition puisse être menée à bien. Il faut réfléchir à ça. C'est ça le rôle des intellectuels. Dès à présent, il faut que les gens y réfléchissent. On ne va pas attendre. Je me rappelle, des gens étaient surpris de voir Eyadema passer de Viatre pas le 5 février 2005 et personne n'était préparé réellement à comment est-ce que cette transition pouvait venir. Donc, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui transcender et aller plus loin. De l'autre côté, que ce soit un civil ou que ce soit un militaire, dès que celui qui sera aux commandes aura un soutien populaire, parce que aujourd'hui, ce qu'on voit dans certains pays comme le Mali, le Burkina, la CEDEAO n'a pas pu inverser les choses justement parce que ceux qui avaient fait les coups avaient le soutien d'une population qui avait un dégoût vis-à-vis de la CEDEAO du fait du passif qu'ils avaient avec la CEDEAO. Sinon, de par les années passées, quand la CEDEAO venait imposer ses désirs, tout ça là, c'est justement parce que les populations aussi voulaient vite que les choses passent et qu'on ait une transition rapide. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où les gens se disent, oui, on peut penser à des transitions, mais c'est l'opportunité de mettre tout à plat et de redéfinir de nouvelles bases. Donc, tant que l'onction populaire sera là, les acteurs sauront gérer cette phase-là qui est très importante. On l'a vu, si vous vous rappelez, comment s'appelle le Djendéré, quand il avait fait son coup d'État au Burkina, est-ce que ça a marché? Non. Ça n'a pas marché. Les civils sont ressortis pour dire non, arrête ça. Ton coup d'État là, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous avons ou nous devons apprendre de tout ce qui se passe dans notre sous-région, dans d'autres pays, pour aller de l'avant. Aujourd'hui, tu prends par exemple la Guinée et Bissau, où c'est pratiquement le même scénario. On ne sait plus si c'est le président même qui s'était fait un coup d'État et après ça a échappé à son contrôle, ou qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans les rapports entre le pays et la CEDEAO, on a vu très vite les nouvelles autorités vouloir reprendre le contrôle. Mais tout ça, c'est des leçons que nous, on doit apprendre pour savoir comment les appliquer au moment opportun quand nous serons dans une situation au Togo où on se retrouve avec un pouvoir à terre. Parce que, qu'on veuille ou pas, là où on est aujourd'hui, le social est tellement détérioré qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose que le pourrissement. C'est vrai que beaucoup ne vont pas dire ouvertement certaines choses, mais le Togo est déjà dans l'abîme. C'est-à-dire, là où on est présentement, c'est un peu comme les soubresauts, bien les derniers soupirs d'un cadavre, futur cadavre ou bien d'un prochain cadavre. Et donc, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui dans notre contexte togolais. Mais en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, nous devons nous préparer à tous les scénarios possibles qui pourraient surgir de tout ce qui peut paraître demain. C'est l'erreur qu'on fera, c'est d'être surpris. Sinon, on ne doit pas être surpris. C'est pourquoi il y a des think tanks dans les pays. On réfléchit, on se projette à l'avance. 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Et je pense que c'est à ça que nous, d'autres acteurs qui ne peuvent même pas prendre la voix officiellement comme nous, doivent se donner la peine de faire ces réflexions. Parce que elles sont des obligations si on veut réellement construire sur le long terme. Je pense que lorsque un Sylvanus Olympio misait sur le port de Lomé au début des années 60, malgré les pressions des Français pour utiliser le port de Cotonou, qu'ils soient allés voir les Allemands pour venir construire ce port, c'est une vision stratégique et future qu'il a eue. Vous voyez? Donc, je pense que c'est aussi ça. Merci. Oui, effectivement, ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison, hein, qu'il faut se préparer à tous les scénarios possibles et préparer les acteurs. Mais moi, ma crainte est de savoir, est-ce qu'il n'y aura pas des acteurs qui vont surgir de nulle part qu'on ne pourra pas avoir la maîtrise? Ça, c'est ma première des inquiétudes. La deuxième des inquiétudes, c'est de dire, est-ce que le fait que le Togolais est véritablement, on fait un constat général, hein, on sent que le Togolais a soif du changement, a soif de nouveaux acteurs. Est-ce que le fait d'avoir cette soif-là de nouveaux acteurs ne va pas empiéter sur la qualité des acteurs la qualité des nouveaux acteurs
que nous recherchons demain pour notre pays. Parce que tu sais, lorsque c'est comme tu vas à une chasse, hein, et à un moment donné, tu as véritablement soif. Ton seul souci, c'est de t'étancher de la soif. Ça veut dire que quelle que soit l'eau que tu trouves dans la brousse, tu es obligé de l'ingurgiter. Est-ce que la soif du changement de nos Togolais ne va pas faire de sorte que on ne va pas avoir cet accent-là sur la qualité des futurs acteurs qu'on aura? C'est moi, ma réflexion que je suis en train de mener. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est de mise. Elle est de mise et nous ne pouvons que la mener dès à présent. Parce que d'abord, les acteurs nouveaux, il y en aura toujours. Parce que, tu sais, même aujourd'hui, au sein de la Grande Muette, quand nous parlons, il y en a là-bas, si les choses changeaient, tu vas les voir bomber le torse. Alors que aujourd'hui où toi et moi on parle, ils ont fermé la bouche, ils sont dans leur coin. Tu comprends? Oui. Donc, de la même façon, au sein de la classe politique, on va voir des gens apparaître. Au sein de la diaspora, on verra des gens qui vont revenir pour un chemin, une nouvelle phase de notre histoire. Et c'est cet électeur qui fera les choix qu'il trouvera les plus pertinents. Parce que parfois aussi, il faut voir l'aspect de la toxicité de la lutte. C'est-à-dire, il y a des acteurs aussi qui ont tellement souffert dans ce régime que d'aucuns pourront te dire que, si les mêmes reprennent le pouvoir aujourd'hui, ça peut être chose. Mais ça, c'est pas à nous les intellectuels de décider de cela. On laissera ceci à la discrétion de l'électorat au moment opportun de pouvoir prendre cette décision. Maintenant, le plus sérieux, mon frère, le plus sérieux, c'est-à-dire, ce pays est tellement dans la merde que je te parie que quelqu'un va prendre les commandes. Il fera même pas un mandat, lui-même il va rendre le tablier parce que on a tellement mis les choses en chose que il sera pas capable de relever le défi. Et maintenant qu'on est dans une phase où l'élément le plus prégnant, c'est celui qui est le vent nouveau d'assumer des responsabilités. Les gens sont appelés à assumer des responsabilités. Ça va faire peur à beaucoup de gens. Aujourd'hui, tout le monde va au mangeoire, hein. Chacun sait qu'on n'a rien, on ne cherche rien. Donc, tout le monde est prêt à se mettre devant. Mais si demain, on rentre dans un cycle où les gens savent qu'il faut assumer les responsabilités, ou on rentre dans un cycle où je suis ministère et je suis ministre de l'hydraulique, des pistes rurales ou quoi, où je vais devoir m'asseoir devant une assemblée nationale, en mondovision, expliquer ce que je fais, justifier les dépenses, justifier tout ce qui se passe dans mon ministère. Je te jure qu'on va chercher des acteurs politiques, on va pas en trouver. On va pas en trouver. On va pas en trouver. Non, mais bon, tout ça là fait. Moi, je pense que c'est bon. On va pas en trouver. Je ne suis pas trop sûr parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de Togolais hein, qui occupent des postes de responsabilité dans des organisations internationales et partout dans le monde où la culture de rendre compte n'est que leur quotidien. Je ne te coupe pas, hein. Je ne te coupe pas. Je vais te donner un exemple très simple. Tu sais, moi, il fut un temps où j'ai cru que, bon, ce pays, il y avait une certaine volonté et j'avais même postulé pour être directeur anticorruption à l'OTR. Alors, j'avais été présélectionné, je suis arrivé. Il y a le père d'un ami qui est inspecteur des douanes qui m'a appelé, s'est mis devant moi, me dit, mon fils, s'il te plaît, enlève ta tête dans ça. Et après, j'ai fini par comprendre parce que quand j'ai vu le fameux Gakperi qui, malgré toute sa bonne volonté, son expertise, a fini par fuir la tête de cette boîte. Et après, tous ceux qui l'ont suivi, c'est resté comme dans l'ancien schéma en réalité. Tu comprendras que tu as beau être expert. Si tu viens et tu n'as pas tous les leviers pour choisir ceux qui doivent t'entourer, si tu hérites de l'administration classique qui est là-bas, où les gens continuent par croire que, bon, ils sont anciens et autres, mon cher, ton expertise, tu vas la retrouver au WC et tu vas faire un AVC. Oui, oui. C'est ça même le fond de la chose.
On peut venir avec nos qualités, nos compétences, mais si la mentalité, il n'y a pas eu un balayage qui permet de, comment dit-on, de restaurer le mindset de tous ces gens-là qui sont dans ces différents secteurs, on est mal parti. Parce que aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire comprendre. Aujourd'hui, des gens comprennent difficilement que quelqu'un se batte pour le contrôle des deniers publics quand les gens croient que être fonctionnaire ou bien être un service, et qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Cette mentalité est là-bas. Où les gens, leur rôle même, ils croient que bon, c'est une occasion pour se faire arrondir quelques mois. Aujourd'hui, tu prends beaucoup de Togolais. Pourquoi est-ce que les gens se battent pour être à l'OTR, à la douane ou aux impôts? Est-ce que c'est pas passion pour la République? Non. C'est pour les privilèges et les avantages indus qui pourraient en découler. Je ne doute pas de la bonne foi de certaines personnes qui sont là-bas, mais c'est ça le contexte global. Et là, ces mêmes personnes de bonne foi qui sont là-bas, eux-mêmes là où ils sont aujourd'hui, ils en ont marre parce que ils sont dans une boîte où les gens pensent que eux, ils sont des extraterrestres, ils ne veulent pas faire comme cela se fait. Et donc, c'est pareil dans plusieurs secteurs. Donc, à ce titre, il va falloir réellement que ce soit des gens qui aient comme feu de route et aient les moyens pour pouvoir implémenter leur feu de route. Aujourd'hui, tu prends le président de la Cour suprême. Ce monsieur, il a fait du beau travail à l'extérieur. Il est venu, depuis là, il est face aux réalités. Quand on prend un domaine comme le foncier, il est face aux réalités. Il a préféré se murer dans son silence. Et quelqu'un nous parlait de le gars qui est à la tête de Aplouchala, je ne sais même plus le nom qu'on lui a donné maintenant. Il a fait du bon travail à l'extérieur. Mais une fois au Togo, il est rentré dans la moule parce que on te dit, fais comme on fait. C'est un peu comme cette boutade qui disait à Jerry Tama qu'on lui a dit de venir boire du lait. Il veut compter le nombre de bœufs. Donc, c'est ça, en fait, le fond du système. Si on n'arrive pas à avoir des gens de carrure pour s'imposer, ou qui prend aujourd'hui la CNDH, malgré tous les leviers qu'on a autour de la CNDH, qu'est-ce que la CNDH fait aujourd'hui pour contraindre le gouvernement à respecter vraiment ses engagements en matière de droits humains? Il n'y en a pas. La CNDH est silencieuse sur certaines choses. Donc, c'est ça l'environnement global et c'est face à tout ça que des gens qui sont dans les OI pourront dire « j'ai un bon parcours, j'ai pas envie d'aller me salir ». Je ne sais pas si tu te rappelles quand Eugène Adoboli était devenu Premier ministre au Togo et les conneries qu'on a pris pour mettre sur lui et après Adbome et Nachaba se sont débrouillés pour dégager ce monsieur d'une valeur et d'une probité morale qui était une référence. On l'a sali. Donc, c'est un peu ça, et c'est là où vraiment on devra inviter les gens à venir parce qu'ils sont patriotes, mais on devra aussi comprendre qu'ils ne peuvent pas faire juste parce qu'ils ont les compétences. Il faut que l'environnement soit réellement assaini pour qu'ils puissent jouer leur partition. Et c'est ça la place qu'on comprendra. Et au même moment, il faut qu'on transcende aussi quelque chose, celui de vouloir dire non, on met, comme on le voit ailleurs où on dit il y a plus d'opposition, il y a plus de quoi jusqu'à nouvel ordre. Non, on peut faire le tout au même moment parce que la seule façon d'amener des gens à être, comment dit-on, de rendre compte, à être professionnel, c'est celui d'avoir des mécanismes parallèles qui puissent influencer sur leurs décisions. C'est celui de pouvoir dire, tu es à la tête d'un ministère, avant chaque année, une fois l'année, tu passes devant le Parlement, tu essaies d'expliquer ce que tu as fait là-bas et que le parlementaire ou l'opinion publique puisse apprécier réellement si tu fais ton travail ou pas. C'est ça, en fait, les aspects les plus pertinents à mon avis. Merci. Oui, effectivement, ce que vous dites là, vous avez parfaitement raison. Je vais commencer par là où vous avez chuté. Et pour en arriver là, parce que nos pays sont tellement pourris, que selon moi, l'urgence,
c'est de pacifier, c'est de nettoyer le pays. C'est de nettoyer nos pays. Et pour nettoyer le pays, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre par rapport au fait que il y aura des gens, des acteurs qui sont là juste pour jouer les troubles faits, pour juste vous mettre les bâtons dans les roues, pour ne pas évoluer. Toi-même, tu connais comme vous-même, vous connaissez la mentalité de l'Africain. Lorsque vous voulez avancer, vous voulez faire avancer les choses dans l'intérêt général, il y a certains qui vous tirent vers le bas. Vous voyez? Donc, pour moi, pour en arriver là où vous avez chuté, c'est qu'il faut d'abord pacifier le pays. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer le pays, mettre le pays sur les rails. Et ensuite, le second aspect viendra où il faut véritablement et démocratiser totalement le pays. Parce que si nous retombons dans ce cycle-là, du fait que oui, il faut respecter. Oui, moi je suis d'accord qu'il y ait des voix qui ne soient pas d'accord avec vous et qui vraiment puissent essayer d'avoir une certaine vision critique qui puisse vous amener à améliorer les choses, à faire avancer le pays. Mais si c'est pour mettre les bâtons dans les roues, comme nous le voyons dans les pays de l'AES, par exemple le Burkina Faso que je prends en exemple, quoi qu'on le veuille, effectivement, il y a nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais quand quelqu'un essaye, veut vraiment sortir le pays de la situation catastrophique, il faut quand même l'accompagner. On n'a pas le temps à la distraction. On n'a pas le temps à des oppositions inutiles. Parce que comme vous l'avez dit, le système a tellement phagocyté les esprits. Le mindset, il faut le changer. Mais vous pouvez venir, comme vous l'avez dit, vous avez parfaitement raison. Vous pouvez venir avec les plus bonnes idées du monde et la façon de bien faire les choses. Mais il y a des acteurs peut-être autour de vous ou dans l'administration dans laquelle vous êtes, qui n'ont pas encore changé de mentalité. Mais comment vous faites pour faire évoluer les gens, pour qu'ils puissent changer de mentalité et mettre l'intérêt général en avant? Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Burkina Faso. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table et siffler la fin de la récréation. Et s'il faut, pour moi, entendre surtout de nos oppositions classiques qui aussi sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes dans nos pays. Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez la Guinée-Conakry, vous avez vu l'opposant Alpha Condé. Il a été un opposant charismatique, l'opposant il a duré sur la scène politique. Il s'est opposé à plusieurs régimes qui se sont succédés en Guinée. Mais lorsque il a eu le pouvoir, vous avez vu ce qu'il a fait. Vous avez vu comment il a conduit le pays. Pour à un moment donné, c'est lui qui change la constitution pour se maintenir au pouvoir, pour continuer dans. C'est-à-dire que c'est comme un cycle. C'est comme on est dans un mythe décisif. C'est-à-dire que c'est un éternel recommencement. Si c'est pour avoir ce genre d'opposition, franchement, moi, je ne suis plus dans ça par rapport à ce que j'observe sur la scène politique africaine. Par rapport aux opposants charismatiques que nous avons connus dans nos pays. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, on a encore vu plus pire. Et ça, au XXIe siècle, avec les dynamiques actuelles, on n'en a plus besoin. Le plus important, c'est comment créer les conditions de vie nécessaires pour le bien-être des populations. Est-ce que les actions que le responsable du pays met en place, est-ce que c'est dans l'intérêt général? Est-ce qu'il rend compte? Est-ce qu'il est redevable? Est-ce qu'il y a une transparence? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et non, nous voyons les oppositions classiques dans nos pays et la façon dont ils critiquent un certain nombre. Bon, pas critiquer, mais la façon de leurs actions, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Et lorsque leur tour arrive et qu'ils prennent le pouvoir, on a vu dans certains pays comment ils ont fait encore plus terrible que les autres. Donc, moi, je suis nostalgique, hein. Je suis nostalgique du fait que même dans les pays asiatiques, européens que nous avons connus, il a fallu des hommes forts. Quand nous prenons la France, il a fallu le général de Gaulle pour pacifier le pays. Pour aujourd'hui, qu'on ait une France démocratique une France semblant, des démocraties. Aujourd'hui, même si on remet en cause, si les Français remettent en cause même le système démocratique de leur pays, mais quand même, il y a un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place et qui sont au-delà
des individus qui sont capables, voilà, d'agir dans un système. Vous avez parlé aujourd'hui de la Cour suprême, du responsable qui est là. Vous voyez qu'il n'arrive pas, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que l'institution, elle n'est pas forte. Il faut des institutions fortes et surtout, pour incarner ces institutions, il faut des hommes forts. De mon point de vue. Pour incarner ces institutions fortes-là, il faut des hommes forts. Surtout dans le contexte de nos pays africains. Moi, je prends l'exemple aussi. Quand vous allez en Égypte, l'Égypte que je connais bien, je ne sais pas si vous l'avez une fois fait, mais ce n'est pas un pays démocratique. Hein. On dit qu'il y a un président qui est là, Abdel Fattah al-Sisi. C'est un militaire, il a fait un coup d'État au premier président démocratiquement élu, qui est un frère musulman. Et ce n'est pas un pays démocratique. Ça, il faut le dire, hein, vous le savez. Mais quand vous allez dans le pays est construit. Le pays est pris de partout. Comme je l'ai dit, les questions énergétiques, les questions d'eau, les questions de santé, les infrastructures. Mais on n'en parle plus, c'est les béabas. C'est les béabas. Au point où les Égyptiens, ils n'ont pas envie de partir, de quitter leur pays. Parce qu'il y a les conditions nécessaires qui leur permettent de réussir en Égypte. Au point où aujourd'hui, c'est nos pays, c'est nos frères africains qui vont aujourd'hui migrer dans ces pays. Et je ne vais pas évoquer l'aspect traitement qui leur sont réservés en termes d'immigration dans ces pays-là. Comment ils sont traités? Parce qu'ils vont là-bas pour chercher aussi le bien-être. Pourtant, ce n'est pas des pays, ce n'est pas un pays en termes de démocratie. Et on ne va pas dire que toutes les conditions sont réunies. Mais pourtant, comme je l'ai dit, c'est un pays avancé sur tous les plans. Sur tous les plans, sur tous les plans. Donc moi, je pense qu'il nous faut des dirigeants patriotiques. Des dirigeants patriotiques qui sont capables de faire avancer nos pays. Après, on peut réfléchir. Après, je pense, comme je l'ai dit, ça peut venir. Les aspects démocratiques. Parce qu'on n'a pas le temps. On a trop perdu du temps. On est en retard. On est en retard. Sur tous les plans. Regardez aujourd'hui, la guerre, je vais faire un parallèle avec la guerre qui se passe entre l'Iran et les deux pays impérialistes. Mais vous voyez, eux, ils sont en avance. L'Iran, qui est capable aujourd'hui de faire face à ces pays, qui est capable d'imposer le respect. Mais je pense que nos pays, vraiment, on est en retard. Hein. On est en retard, monsieur Kadija. Franchement, quand je le dis, c'est avec beaucoup d'émotion. On est en retard sur tous les plans. Et je ne pense pas que c'est avec, de mon point de vue, hein, ce que j'ai vu, ce que je vois, je ne pense pas que c'est avec l'aspect démocratique sur tous les plans qui va faire avancer nos pays. Oui, je ne pense pas. En fait, l'aspect démocratique, on ne peut plus le ramener en arrière ou le mettre entre parenthèses. Mais on doit juste comprendre que il faut qu'on comprenne que même les personnes fortes qui peuvent être devant doivent voir leur action encadrée par la loi. Doivent voir leur action être contrôlée. Tu sais, le pouvoir, c'est quelque chose de très puissant et il faut pas la nature des choses, quelque chose qui puisse les arrêter. Prenons par exemple ce qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit autour du monde, on est tous conscients que si des gens peuvent bloquer le monsieur à la tête jaune, ce sont les Américains eux-mêmes. C'est la justice américaine qui peut le bloquer. C'est-à-dire, c'est le Sénat, c'est l'Assemblée américaine qui peuvent le bloquer. En réalité, c'est ce genre de mécanisme qu'on doit toujours avoir chez nous, quelle que soit la direction qu'on prendra. C'est-à-dire, il y a des mécanismes qui sont là pour s'assurer que tout va comme ça se doit. Il y a des mécanismes qui sont là pour s'assurer que personne n'abuse de ses privilèges. Il y a des mécanismes qui sont là pour s'assurer que les règles de l'état de droit sont respectées. C'est-à-dire, c'est juste ça. Ce n'est pas rentrer dans un désordre où on se dit, bon, c'est la démocratie à gauche. Non. La règle de droit
doit être là et s'imposer à tous, aux citoyens tout comme aux dirigeants. Mais la vision et autres, c'est des choses auxquelles les gens adhèrent de façon consensuelle et sur lesquelles on se projette. Sinon, je suis d'accord que l'impulsion doit toujours être par rapport à celui qui est devant. Si la personne qui est devant ne donne pas la vision, l'impulsion, ça n'ira pas. Et on n'a même pas besoin de plus d'1 mois pour que les choses changent dans un pays comme le Togo. Hein. C'est-à-dire, quand tu prends des pratiques et que ceux qui le faisaient réalisent très rapidement que ce n'est plus ça. À tous les niveaux, tout le monde n'est plus pour ça. Les gens vont se ranger très rapidement. Donc, ce n'est pas une porte au laisser-aller ou à la démocratie telle qu'elle est un peu incompris. En fait, c'est pas ça. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir des acteurs devant une vision bien déterminée et à laquelle tout le monde contribue. Aujourd'hui, si on rentre dans une réelle politique de grands travaux, tous ces Togolais qui vont jusqu'au Nigeria pour aller cultiver 1 an, 2 ans, tout ça, c'est des opportunités qui sont là au pays. Et de l'autre côté, c'est à combien ils sont payés. Ça veut dire aussi qu'on doit pouvoir être sincères les uns envers les autres. C'est vrai que on ne va pas, l'État ne peut pas rendre riche quelqu'un, mais pour certains types de travaux, on doit pouvoir être en mesure de se dire, OK, un Togolais qui se lève et qui travaille, vu la pénibilité du travail, qui fait 24 heures, ou bien, bon, quand je dis 24 heures, c'est une façon de parler, c'est-à-dire 8 heures par jour, un peu comme un maçon. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un te dira, un maçon à la fin de la journée, il a droit à 2000, 3000. C'est-à-dire, il faut arriver quelque part où on se dise, OK, on va faire des travaux, on va investir, l'argent mobilisé, mais on paye les gens pour que les gens puissent réellement travailler et économiser. C'est ça la politique des grands travaux. Il faut relancer la consommation. Et tout cela peut être fait dans une optique où on ne va pas forcément dire et c'est seulement nos proches, c'est notre heure qui a sonné. C'est maintenant nos gens, on va recruter. Non. Il faut qu'on soit dans la mesure de dire on doit recruter tout le monde qui est intéressé et offrir les opportunités. À la seule différence où on dira, par exemple, s'il faut aller faire des travaux, par exemple, dans la préfecture de Kéran, on ne va pas aller transporter les travailleurs de Lomé pour venir dans la Kéran. Il y a des jeunes dans la Kéran, il y a des compétences dans la Kéran qui peuvent faire le travail, peut-être le travail technique ou spécial. Ça, on peut prendre un Togolais venant de n'importe où. Donc, c'est ces mécanismes-là que moi, je suis en train de voir pour un peu relancer les choses et la vision en soi-même. Aujourd'hui, on prend le domaine du foncier. Oui, on va arriver à un moment où, dans un tel mécanisme, il faut d'abord mettre parallèlement une structure en place qui va faire la charge aux sorcières. C'est important. Les gens qui ont acquis des domaines, les gens qui se sont enrichis illicitement, il faut reprendre cet argent. Il faut créer un fonds à côté où on récupère ces investissements, on récupère ces données que les gens ne sont pas capables de justifier devant la justice. C'est pas une affaire de dire Papa Kadidja a dit non, lui là, je le connais, c'est un voleur. Non, on l'amène réellement devant la justice pour qu'il prouve ses biens. S'il n'est pas en mesure de prouver l'origine ou le financement qui a conduit à ces biens, c'est normal que la justice puisse saisir ce bien et qu'on mette dans un fonds spécial. Et c'est ce fonds spécial qui va permettre progressivement de répondre à certaines urgences qui ont duré assez longtemps. Donc, ça va aller dans plusieurs secteurs. Et c'est tous ces aspects-là qu'il faudra faire, mais en s'assurant que c'est fait légalement. Ce n'est pas fait de façon sauvage ou cavalière pour régler des comptes à des individus donnés. C'est ça, en fait, ces aspects-là sur lesquels j'insiste en parlant de l'état de droit de la démocratie. Ce n'est pas pour faire des débats inutiles ou bien rentrer encore dans des démonstrations qui n'ont pas lieu d'être à un moment où on cherche tous à changer les choses, à améliorer les choses. Voilà. Donc, c'est un peu cet aspect-là que je voulais ramener. Exactement. Merci, M. Kalida, pour avoir précisé. Mais ce que moi, je voudrais dire, hein, c'est de dire que quand vous voyez la situation conflictuelle dans laquelle se trouve notre pays, la façon dont le pays, excusez-moi le terme, est pourri dans tous les sens du terme, les injustices par ici, par là,
les problèmes quand vous observez ce qui se passe dans le foncier, dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous pensez véritablement que si demain il y a un changement au Togo, est-ce que ces problèmes-là seront réglés? Est-ce que ces problèmes-là seront réglés, je vais dire, conformément à la loi? Oui. La plupart des problèmes que nous connaissons dans notre pays, est-ce qu'il ne faille pas à un moment donné passer par force? C'est-à-dire qu'il y a des choses il y a des décisions, pour moi, qu'il faudra prendre en faisant fi de la loi. Des décisions dans l'intérêt, surtout, du Togo et des populations. Qu'il faudrait prendre en faisant fi d'un certain nombre de lois et de règlements. Je dis bien dans le contexte actuel togolais. Si demain il y a le changement qui arrive. En réalité, aujourd'hui, nous pensons que, et nous sommes tous conscients de cela, notre justice, elle est à l'image des enjeux politiques. Rien de normal n'est là-bas. Ça veut dire aussi que l'une des premières décisions sera de renverser certains magistrats dans la fonction publique. C'est-à-dire, il faut que l'ordre de la magistrature puisse identifier les brebis galeuses et prendre de réelles sanctions et les reverser ailleurs. C'est-à-dire, on les chasse pas forcément de la fonction publique, mais ils peuvent aller ailleurs. Et ça veut dire aujourd'hui maintenant, on remet en place de nouvelles juridictions et avec de nouveaux personnels à qui ces dossiers sont confiés. Mais vous voyez, je ne vous coupe pas, mais vous voyez ce qui se passe au Burkina avec les magistrats qui sont en train d'être jugés. Justement. Donc, exactement ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais tout cela, ce n'est pas une affaire de volonté ou imposition du premier responsable, mais c'est que les magistrats, ils ont déjà des mécanismes internes qui devaient fonctionner normalement face à tous ces cas. Ça veut dire de même au niveau des avocats. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses, beaucoup de plaintes de concitoyens qui sont restés lettres mortes parce que le barreau aussi, c'est devenu ce que nous tous on imagine. Vous allez chez les notaires, on a les mêmes brebis galeuses, tout ça là. Et tout ça pourquoi? Parce que des gens ont des affinités politiques, des gens ont des relations ésotériques, tout ça là. Mais ça, au sein de ces mêmes institutions, le bon côté, c'est qu'il y a des gens qui sont restés avec des valeurs et qui auront maintenant l'opportunité de faire, comment dit-on, rallumer la flamme qui caractérise ces différentes organisations. Maintenant, il y a des décisions pour lesquelles peut-être on nous dira que la justice a fait tout ce qu'elle fait, elle pouvait faire. Là, c'est là où l'Assemblée, au lieu que ce soit une décision prise par l'exécutif pour ramener les choses, c'est-à-dire, j'aurais préféré que l'exécutif prenne le dossier et aille le déposer devant les députés avec 2 ou 3 options qui sont devant eux. Et les députés délibèrent. Surtout quand on prend certains problèmes fonciers où on réalise en réalité que tout n'a été que du faux du début jusqu'à la fin. Il va falloir prendre de telles décisions et qu'elles soient endorsées par l'Assemblée nationale pour lui donner une valeur qui va au-delà même de l'exécutif. Voilà. Donc, ce sont là des aspects. Je pense que les situations au cas par cas guideront les gens. On ne peut pas dire aujourd'hui que voici forcément ce qu'il faut faire dans tel domaine, ce serait une mauvaise direction. Mais c'est que une fois que les choses sont sur la table, il va falloir que de façon professionnelle, les gens puissent venir avec des pistes de solutions et là, quelqu'un devra décider. Que ce soit l'exécutif, que ce soit le législatif, des gens pourront décider à un moment donné. C'est un peu comme cela que je suis en train de voir la chose et je suis conscient qu'il y a plus de boiteux dans toutes ces structures que de personnes de bonne moralité. Mais ça aussi, ce serait l'occasion de mettre tous ces gens-là hors et de recruter de nouveaux personnels qui ont réellement la passion et la vision. Ce sont des éléments très importants. Moi, aujourd'hui, au Togo, je vois beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des secteurs parce que c'est la seule chose disponible. Tu vois aujourd'hui quelqu'un qui est policier,
c'est parce qu'il n'a pas d'autres alternatives à la main. Hein. Sinon, on n'a pas envie d'être policier. Tu vois, quelqu'un militaire, c'est la même chose. Donc, des gens se sont retrouvés aussi dans des secteurs juste parce que il fallait trouver de quoi se gérer. Voilà. Donc, on doit essayer de relancer les choses pour que les gens aillent vraiment dans les différents secteurs par rapport à leur vocation et autres. Et aussi donner la possibilité aux Togolais de pouvoir porter plainte contre l'État pour tout ce qui a pu se passer de par le passé avec l'ancien système. Il va falloir qu'on donne la possibilité aux gens de demander que justice leur soit rendue. Et c'est la continuité de l'État. Le nouveau système devra le comprendre et l'accepter, que l'État précédent a failli et il faut l'assumer, quoi. C'est un peu ma façon de voir la chose. Non, bon, vous avez parfaitement expliqué ces aspects-là. Bon, comme vous l'avez dit, effectivement, il faut mettre un certain nombre de mécanismes en place pour pouvoir régler ce genre de problèmes que nous connaissons, que notre pays connaît. Bon, je pense que on aura les acteurs qu'il faut. C'est là, le patriotisme. Il faut aimer son pays, aimer développer, aimer faire avancer son pays. Je pense que, je le souhaite, que vraiment notre pays puisse hériter des dirigeants patriotes. Des dirigeants patriotes. Il le faut. Ces dirigeants-là que nous avons connus dès notre indépendance, je vais parler de feu Sylvanus Olympio. Si on peut avoir ce genre de dirigeants dans notre pays, si Dieu peut nous doter, bon, je n'aime pas souvent, puisque comme les Togolais aiment l'église, ils pensent que c'est le miracle qui va venir régler. Je n'aime pas souvent prononcer ça. Si vraiment on peut hériter de ces dirigeants-là, qui ont l'amour de leur pays, qui ont vraiment la volonté de faire développer et de faire avancer notre pays, je pense que on pourra régler les problèmes, on pourra trouver les solutions. Certes, il y aura des brebis galeux dans la masse ou dans la tanière qu'il faut véritablement trouver des solutions afin de les mettre hors d'état de nuire pour ne pas qu'ils empoisonnent ou empiétinent ou puissent mettre un frein à l'évolution de notre pays. Donc, vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec vous par rapport à la situation de notre pays. Donc, de temps en temps, c'est la première fois que je fais un live. Parce que je suis un peu... le hasard. Moi-même, je suis tombé. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'étais un peu souffrant là, mais j'ai dit, tu m'as invité, je ne peux pas esquiver. Alors, merci, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et on continue le combat, même si parfois je parle de moi, parfois je suis un peu déçu par rapport à ce qui se passe. Donc, il arrive que... C'est humain, exactement. Parfois, on ne sait pas d'où revient la force et on reprend encore un certain nombre d'actions. Donc, vraiment, que Dieu nous donne le courage, l'envie nécessaire de continuer et qu'on puisse véritablement vivre le changement de nos pays. Et je le dis souvent à des amis, que pour voir le changement dans nos pays, peut-être que ça ne sera pas avec nous, ça sera peut-être avec nos enfants ou avec nos petits-enfants, mais il faut que nous, d'ores et déjà, qu'on commence par mettre les bases, par s'engager pour que les choses puissent changer, même si demain nous ne serons pas les bénéficiaires, que nos descendants, nos enfants, nos petits frères, nos petits-enfants puissent en bénéficier. On ne fait pas ce travail-là pour soi, mais on le fait pour que demain, les choses puissent aller mieux pour les autres. Ce que nous n'avons pas eu comme avantage, comme opportunité, que demain, nos petits frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants puissent l'avoir. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Si vous avez quelque chose à placer, un mot à placer aussi. Merci beaucoup. Moi, je dirais juste une chose, c'est-à-dire, on ne va pas se fatiguer. Ce qu'on est en train de faire, par la grâce de Dieu, nous prions pour qu'on puisse en voir
les résultats et surtout que nos enfants n'aient pas faire ce qu'on est en train de faire exactement aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire, j'ai bien envie que mes enfants, quand ils auront l'âge que j'ai aujourd'hui, ils pensent à d'autres choses plutôt que à ce à quoi moi j'ai passé ma jeunesse à penser à m'occuper au point où parfois tu as l'impression que tu ne vis pas. Tu es frustré tout le temps, tu es déçu parce que des fois tu as envie, c'est-à-dire quand tu es quelque part, on t'appelle Togolais, tu as envie d'être fier, tu as envie d'être devant les gens avec tout l'honneur, toute la fierté. Et malheureusement aujourd'hui, on en est incapable. Donc, Exactement. on va continuer par faire notre part, on va rester engagé et quoi qu'il en soit, les coups de poing, on les recevra, les démotivations, on les recevra, mais on reste focus. C'est surtout ça. Merci beaucoup. Merci, hein. Prompt rétablissement à vous. Et Merci prenez beaucoup. vraiment Merci soin de beaucoup. vous. Hein. Prenez vraiment Merci soin de beaucoup. vous. Merci aussi pour avoir donné de votre temps pour partager ce Merci live beaucoup. avec nous. Merci hein, et bonne journée à vous. Merci. Merci. Merci, mes chers compatriotes, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est la première fois que je fais un live. Merci beaucoup. Hein, et je pense que de temps en temps, lorsque j'aurai le temps, par rapport à mes obligations professionnelles, lorsque j'aurai le temps, je pourrai ouvrir des lives comme ça pour discuter et échanger avec vous et aborder un certain nombre de sujets sur les questions, les problématiques de notre pays. Il faut que notre pays avance. Comme je l'ai dit, je le répète, nous sommes un petit pays. Nous sommes un petit pays. Un petit pays qui mérite d'être un pays développé. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour développer notre pays. On est capable, on peut le faire. On peut bitumer toutes les routes de Lomé à Séquencé. Je dis bien, on peut bitumer toutes les routes de Lomé à Séquencé. Parce qu'on a les ressources qu'il faut. On n'est pas un grand pays. On ne fait même pas la taille d'un certain nombre de pays. Donc, tout ce que nous faisons, cet engagement, c'est une passion. C'est une passion et on a envie de voir notre pays évoluer. Ça sera une fierté que partout où tu passes, tu sois fier de dire que tu es Togolais. Parce que ton pays est un pays avancé. Tu peux donner l'exemple en donnant ton pays en exemple. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est obligé de se cacher la tête. Oui, on est obligé de se cacher la tête pour dire qu'on est Togolais. On n'a pas cette fierté-là. Il faut l'avouer. Ceux qui font semblant de dire qu'ils sont fiers d'être Togolais, c'est des hypocrites. Et puis la plupart du temps, ils ne sont pas sortis du pays. Ils n'ont pas voyagé pour aller découvrir ailleurs, pour voir comment ça y est. Sinon là, si tu sors de ton pays, je dis bien, tu sors du Togo, tu vas ailleurs, ta fierté d'être Togolais là, tu vas multiplier ça par 0. Parce que tu vas dire, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que ceux-là, ils ont plus que nous? Et chez eux, c'est comme ça, chez nous, c'est pas comme ça. Oui. Donc, nous appelons à la conscientisation de tous les Togolais, y compris ceux qui dirigent le pays, qu'ils comprennent que le changement que nous demandons, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien-être de tout le monde. Eux-mêmes, là, je parie qu'ils ne dorment pas. Lorsque les Togolais se plaignent tout le temps, lorsque les Togolais manifestent, veulent le changement, eux-mêmes, ils ne dorment pas. Mais si vous créez les conditions nécessaires, il y aura moins de contestation. Mais si vous ne le faites pas, les gens seront obligés de vous contester pour que les choses puissent changer. Même là où vous récoltez plus de voix, comme vous le dites, lorsque vous organisez les élections, dans vos fiefs, vous n'êtes pas capable de développer ces milieux-là. C'est ça la triste réalité. C'est dans ces milieux où on retrouve le plus de pauvres au Togo, le plus de misère au Togo. Là où vous dites qu'on vous vote 100%, là, 99%, 97%, c'est là-bas il y a plus de misère. Et quand vous allez dans ces milieux, vous dites, mais c'est pas ici on vote pour les gens à 99%, 97%. Pourquoi faire comme ça? On devait quand même assister à voir,
des endroits et des endroits dignes de ce nom. Mais il y a mais que dalle. C'est zéro. Donc il faut véritablement que on puisse prendre nos responsabilités à tous les niveaux. Il faut comprendre que la situation dans laquelle vous vivez, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale, cette situation. Elle n'est pas normale. Dans tous les secteurs, même la grande miette, eux-mêmes ils savent. Elle n'est pas normale. Vous ne méritez pas cette vie-là. Donc je pense que il faut que les gens prennent conscience. Prennent conscience que nos pays sont en retard. Le Togo est en retard. Aujourd'hui, quand vous voyez le Togo là, c'est où vous pouvez, surtout Lomé, quand un étranger vient chez vous là, c'est où vous allez l'amener pour le montrer que voilà, c'est où? À la plage, ou bien où? À la place de l'indépendance. Il y a quoi d'extraordinaire là-bas? Il n'y a aucun endroit que vous pouvez amener quelqu'un, le faire montrer que voilà, c'est chez moi ici, c'est notre pays ça, c'est la vitrine du pays. Il n'y a pas de vitrine, il n'y a rien. Il n'y a pas de vitrine. Et je prie que la plupart des Togolais puissent sortir. Et ce qui me fait mal, ceux qui sont sortis même du pays, ils font comme des villageois. Certains qui sont sortis du pays, qui sont en Europe, en Occident, quand vous les entendez parfois parler, vous dites, mais il y a quoi qui ne va pas? C'est la malédiction là qui les suit là-bas. Vous vous posez des questions. Il y a quoi qui ne va pas? On est mieux que chez soi, comme le dit quelqu'un dans le commentaire. On est mieux que chez soi. Et pour être mieux que chez soi, il faut créer les conditions qu'il faut pour permettre aux citoyens, aux populations de vivre dans des conditions dignes. On ne dit pas que 100% des Togolais pourront réussir leur vie. Ça n'existe nulle part au monde. Mais on sait que si on fait le travail nécessaire, si on travaille vraiment pour l'intérêt du Togo, au moins 70% des Togolais pourront vivre dignement. C'est ça la vérité. Donc, je voudrais remercier les uns et les autres qui ont liké, partagé ce live, qui m'ont suivi, que de temps en temps, lorsque j'aurai un peu de temps, je pourrai allumer des lives pour qu'on en discute. Et je vous remercie et passez une bonne journée. Merci à tous.